je vais voir ce qu'on appelle le mouvement circulaire uniforme, qui vaut la peine d'être vu, parce qu'en fait, donc je disais, ça vaut la peine de voir le mouvement circulaire uniforme. J'ai déjà étudié auparavant les signaux sinusoïdaux, et les sinusoïdaux, apparemment, ils faisaient apparaître donc un mouvement de rotation pour les raisons que j'avais expliquées auparavant, que je n'expliquerai plus maintenant, parce que bon, j'ai passé une vidéo complète à expliquer et à mettre en évidence le mouvement circulaire uniforme dans les signaux sinusoïdaux, je veux dire électroniques, qu'on retrouve en électricité ou en électronique. Voilà. Donc ici, je vais attaquer justement ce point de vue-là du mouvement circulaire uniforme, qui est un mouvement circulaire qu'on retrouve dans pas mal, je veux dire, de contexte et de, comment ça s'appelle ça, d'expérience, pas mal d'observation de la vie courante. Par exemple, si je prends une machine à laver, c'est un mouvement circulaire uniforme. Si je prends une roue de voiture, c'est un mouvement circulaire uniforme. Si je prends un moteur de voiture, ben oui, il y a des translations dues au piston, ça c'est des mouvements de translation, mais on a des rotations. Grâce au bielle, on a un mouvement de rotation qui est traduit du mouvement de translation vers un mouvement de rotation. Donc il y a pas mal de choses qui tournent dans un véhicule. Rien qu'à prendre le véhicule, on peut voir que même les engrenages tournent, les poulies tournent, l'alternateur tourne, je prends le cas d'une voiture, hein, c'est le cas d'une voiture, d'un camion, peu importe, voilà, un mobile. Quand on prend un mobile, bon, il y a pas mal de choses qui tournent, les roues tournent. Qu'est-ce qu'on a? On a dans la boîte de vitesse, d'abord tout tourne parce qu'on a des engrenages, etc. C'est un système à engrenages, de pignons, ce sont des pignons, etc. Des pignons, des engrenages. Donc tout tourne à l'intérieur de la boîte de vitesse. On a le cardan qui tourne avec une certaine rotation. On a les roues qui tournent. On a le disque qui tourne. On a voilà le disque de frein. Quand je dis disque, c'est le disque de frein. On a enfin, il y a beaucoup de choses qui tournent. Beaucoup de choses qui tournent dans un véhicule. Hein, ne fût-ce que les roues, les arbres sont tournants. Voilà, je peux répertorier, je veux dire, tout ce qui est système à poulie, hein, comme j'ai expliqué, la courroie de distribution, enfin tout ce qui est système à courroie, la distribution, l'alternateur, on peut retrouver les pompes, toutes les pompes, la plupart des pompes qui ne sont pas électriques, bon, on peut avoir des pompes mécaniques, pompes voilà, les pompes, une pompe entraînée, une pompe entraînée par courroie, voilà, qui va tourner par une transmission. Voilà. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses qui tournent. Voilà. Et l'entraînement peut se faire soit par des courroies, des engrenages, des poulies, etc., pour transmettre la puissance mécanique de rotation. Voilà. Mais on retrouve ça dans les machines à laver, dans le mouvement de rotation dans les machines à laver. Enfin, il y a beaucoup, les foreuses, les perceuses, les foreuses, tous les objets qu'on retrouve en maçonnerie, je veux dire, le disque, enfin, comment on appelle ça, la meuleuse d'angle, enfin, il y a pas mal d'objets, on trouve les tours en mécanique, les tours, les fraiseuses, voilà, les forêts. Bon, j'arrête ici parce que je peux encore énumérer beaucoup de, je veux dire, de machines tournantes ou voilà, de mécanismes, des organes tournants. Ils ont des organes de transmission et qui sont des mouvements circulaires, qui peuvent être des mouvements circulaires uniformes. Attention qu'il faut distinguer le MCU du MCUA parce qu'on peut avoir des accélérations dans les mouvements circulaires. Hein. Voilà. Et moi, je vais voir celui sans accélération. Voilà, sans accélération. Donc, en fait, tout d'abord, il faut partir d'un point de départ. Bon, le point de départ, c'est un point mobile qui est dans un plan. Et dans un plan, j'ai toujours dit que dans un plan, il faut savoir situer, parce que bon, le plan est infini, et comment situe-t-on, je veux dire, ça je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, mais on met un système d'axe, Voilà, et à partir de là, on dira que le point va décrire, je veux dire,
un mouvement circulaire, si la trajectoire, bon ici le point M est variable, bien sûr en fonction du temps, hein, c'est un point M qui va varier, il va être ici, 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 ici. Enfin, s'il décrit dans ce sens-là, une rotation dans ce sens-là, parce qu'un mouvement circulaire dans ce sens-là, ce qui peut décrire un mouvement circulaire dans l'autre sens. On peut inverser les sens de rotation, je veux dire, euh, de la trajectoire du mobile. Voilà. Donc, un point possède un mouvement circulaire si sa trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Il n'est pas obligé de faire un cercle complet, il peut faire une portion de cercle. Donc, je pense par exemple aux moteurs Papa qui peuvent décrire une portion de cercle, dire en fonction de la commande qui lui est décrite au départ. Voilà. Donc, bien sûr, quand je dis décrire un cercle ou une portion de cercle, c'est par rapport, vous l'aurez compris, toujours par rapport à un référentiel que j'appelle grand R. Voilà. Donc, fatalement, avec une origine, voilà, au 0, 0. Et là, on va décrire le point X et le point Y. Attention qu'ici, je suis en repère cartésien. Hein. X, Y, c'est en repère cartésien. Parce que vous allez voir maintenant que je peux décrire le point M sous forme de dans un repère polaire, où là, par rapport à un référentiel d'axe de base, ben, je décris un angle, et mais pour ça, il me faut un rayon vecteur ρ, et comme ici c'est un cercle, ben, ce sera un rayon R. Voilà, parce que c'est le rayon, il va décrire toujours, le ρ va être constant. Voilà, le ρ. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qui vont être constantes, vous allez le voir tout de suite. Déjà, le rayon vecteur, il est constant, donc en fait, il y a déjà le rayon qui est constant. Hein, c'est un rayon constant. On va décrire un cercle. Sachez que le cercle, c'est le lieu des points. Euh, lieu des points équidistants. C'est le lieu des points, donc ici qu'on retrouve ici équidistant à égale distance, hein, par rapport à un point fixe qu'on appelle le centre. Ici, il est appelé O. Donc c'est ça le cercle. Et donc ici, il va décrire donc une trajectoire, je veux dire, sous forme circulaire, je veux dire, soit sous forme de cercle ou en partie de cercle ou portion de cercle, qu'on appelle ça. Bon. Alors, quand je dis ça, il peut s'agir de plusieurs choses. Il peut s'agir soit d'une rotation, hein, tous les points, donc tous les points de l'objet ont une trajectoire formant un cercle de rayons différents, mais de même centre. Par exemple, j'appelle le satellite hein, tournant autour de là. Je suis pas en train de voir le MCU, attention, hein, je suis en train de voir le mouvement circulaire. Ouais, parce que vous allez me dire pourquoi vous parlez de rotation avec des rayons différents, hein, comme comment est-ce qu'on appelle ça le satellite. Un satellite décrit une trajectoire en fait plus ou moins en spirale, donc vous voyez que le rayon, je veux dire, est variable. On a un rayon variable. Pourquoi je parle de rayon variable? Parce que je parle de mouvement circulaire et pas de MCU. Voilà, je suis pas encore dans le MCU. Je vais définir le MCU par après. Donc je suis toujours dans le mouvement circulaire. Et là, on a ce qu'on appelle la rotation. Hein, on peut décrire une rotation ou la translation circulaire. Voilà, en mouvement circulaire, on peut avoir la rotation et la translation circulaire. En mouvement circulaire, on peut avoir la rotation et la translation circulaire. Après, je définirai le mouvement circulaire uniforme, bien sûr. Bon, mais ici, quand je dis mouvement circulaire, je peux avoir une rotation. Voilà, une rotation. Et une rotation, à ce moment-là, on peut avoir un rayon variable par rapport à un point fixe. Voilà, par rapport à un point fixe, j'ai un rayon variable par rapport à un fixe. Exemple, le satellite. Bon, mais dans la translation circulaire, là, à ce moment, tous les points de l'objet ont une trajectoire formant un même rayon, mais pas de même centre. Par exemple, je pense à la nacelle. Vous allez voir sur Internet, vous allez voir la nacelle. Bon, là. Donc ici, la rotation des rayons variables, mais de même centre. Et la translation circulaire, c'est un rayon fixe, mais de centre variable, en fait. Voilà, de centre variable. Voilà, de centre variable. Voilà. Donc, rayon variable, même centre, c'est la rotation, pour un mouvement circulaire. Et pour la translation circulaire, c'est un rayon fixe, mais de centre variable. Voilà. Donc, ceci étant défini, donc ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement circulaire. Alors, quand dit-on que le mouvement circulaire est uniforme? Voilà, maintenant j'y suis. Ben, comme je viens de voir, le MCU, c'est comme j'ai vu précédemment, hein, juste avant de voir le mouvement circulaire tout court,
hein, c'est quand on a un rayon constant, hein, comme j'ai expliqué, hein. Là on a un cercle, donc là le rayon il est pas variable, il est fixe, donc le rayon est constant. Le centre O, ben, il est fixe, O est fixe, hein, vous voyez qu'ici on va avoir beaucoup de choses de fixe, hein. Voilà. Alors on aura un mouvement circulaire, bon la trajectoire est circulaire, et là elle est même plus que circulaire, elle est voilà, elle est en cercle, oui, elle est en cercle. Elle est en cercle, mais de cercle de rayon fixe et de centre fixe. Voilà, voilà, voilà. Donc on ne peut pas parler de rotation ni de translation circulaire ici, mais de mouvement circulaire uniforme qui est propre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir de constant aussi? Un mouvement circulaire est dit uniforme si, bien sûr, vous comprendrez que sa vitesse linéaire est constante. J'ai bien parlé de vitesse linéaire parce qu'on a ce qu'on appelle la vitesse angulaire et la vitesse angulaire oméga en radians par seconde, alors que la vitesse linéaire est constante, mais celle-ci est en mètres par seconde. Les rayons vont peut-être en mètres, en centimètres, décimètres, peu importe. Voilà, le point fixe O. Généralement, point fixe O, c'est l'origine 0, 0. Voilà. Là, on peut avoir des décalages, hein, c'est pas forcément 0, 0, mais bon, ici, moi, je vais considérer comme étant 0, 0. On peut avoir des décalages par rapport à un autre axe. Voilà, on peut avoir des systèmes, des changements d'axe. Donc, ici, la vitesse est constante au cours du temps. Au cours du temps, la vitesse est constante. Donc, le vecteur vitesse d'un mouvement circulaire, oui, si je parle de la vitesse, vous comprendrez qu'ici, on a le centre O. Voilà mon centre O, d'origine 0, 0. Voilà mon centre O. Voilà, là j'ai le rayon, un rayon R. Et vous comprendrez que je peux avoir un vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, il est bien sûr constant, parce que c'est un MCU, un mouvement circulaire uniforme. En norme, il est constant. En norme. Mais vous comprendrez qu'ici, la vitesse en tout point M est tangent, je veux dire, au cercle. Donc ici, la direction, bien sûr, elle est variable, hein. C'est la norme qui est gardée constante, mais c'est voilà, ça c'est tous les vecteurs vitesse quand je tourne dans ce sens-là, bien sûr, hein. Je tourne dans le sens, c'est ça le sens des aiguilles d'une montre, oui. Et donc ça c'est le sens horlogique. Alors que dans l'autre sens, ceci c'est le sens anti-horlogique. Ça c'est le sens horlogique. Voilà. Donc ici, il faut savoir que la norme du vecteur vitesse est constant. C'est pour ça qu'on dit MCU, mouvement circulaire uniforme. Mais on voit bien tout de suite que la, direction, est changeante, hein. Le sens, il est gardé constant aussi, hein. C'est le sens de rotation, en fait. C'est le sens de celui pour lequel on tourne. C'est le sens de rotation. Par contre, la direction, là, elle prend toute forme de direction qui est, je veux dire, tangente au cercle. Tangente au cercle. Donc, la vitesse linéaire, V, hein, est tangente au cercle de la trajectoire, mais elle est perpendiculaire au rayon, ici. Et ici, oui, si je mets un axe, comme décrit cartésien, x, y, parce que je peux mettre avec un repère cartésien, un repère polaire, je vais le voir par après. Ici, bien sûr, bon, j'ai un angle que je vais appeler θ, bien sûr, un instant t, parce que le mobile, le point M se situe à un point M de la trajectoire à un instant t, donc à un angle bien précis en un instant t. Eh bien, ici, je peux décrire le vecteur là, OM, ça c'est le vecteur OM. Voilà, OM, le vecteur OM. C'est le vecteur qui va de O au point M. Donc, le vecteur OM, bon, en fait, si je vais le mettre en certaines positions, je peux le mettre là, le mettre ici, le vecteur OM est peut-être ici, le vecteur OM peut être ici, le vecteur OM est ici, et le vecteur OM est ici. Voilà. Donc, le vecteur OM, la norme du vecteur OM a la particularité que, ça, bien sûr, vous comprendrez que c'est R. La norme de OM vaut R. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses de constants, hein. Vous voyez, le point fixe O, il est constant. Le point, la vitesse en norme, elle est constante. Le vecteur, le rayon vecteur OM est constant, il vaut R.
Voilà, il y a pas mal de choses qui sont constantes là-dedans, en fait. Donc ici, le rayon, la vitesse V, elle est comment? Puisque c'est une tangente, mais une tangente, c'est perpendiculaire au point de tangence, hein. Voilà. Si je prends par rapport au centre ici, là, puisque c'est une tangente, on a une perpendiculaire ici par rapport au rayon ici, voilà. Donc, autant dire qu'ici, j'ai une perpendiculaire là, j'ai une perpendiculaire ici, j'ai une perpendiculaire ici. Voilà, on joue avec toutes des perpendiculaires ici. Voilà, et là, j'ai encore une perpendiculaire. Voilà. Donc, quelque part, le vecteur V est perpendiculaire le vecteur V est perpendiculaire au vecteur OM quand il a la position M à l'instant T. Bien sûr, O, comme on a dit, on a expliqué, c'est le centre, il est en 0, 0. Bon, je l'ai défini en 0, 0, mais je peux le changer, hein, pas de problème, je peux faire un changement d'axe. M, c'est le point en mouvement, le mouvement étant bien sûr uniforme, et donc la norme V est constante en norme et pas en direction. Voilà. Bon, alors ceci étant dit, ça va déjà me donner une information, je veux dire, très importante. Pourquoi? Parce que si la vitesse est constante, mais l'accélération, ça c'est la vitesse, bien sûr, la vitesse, elle est comme ceci, c'est la vitesse linéaire, mais en fait, quelque part, c'est aussi la vitesse tangentielle, hein. C'est une vitesse qui est tangente, en fait. On remarque que là, c'est une vitesse, je l'appelle VT pour vitesse, bon, on a une vitesse tangentielle ici. Voilà. Voilà. Donc, qui va engendrer la vitesse tangentielle, qui va engendrer une accélération tangentielle et une accélération normale. Voilà. Donc, comme la vitesse est constante, en norme, voilà, si je mets, voilà, je vais mettre ici OM, le vecteur OM ici, voilà, et là, la vitesse tangentielle, de toute façon il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas 36, il y en a, la vitesse linéaire ici est tangentielle en fait, voilà. Alors, l'accélération tangentielle, ben, c'est dérivé de la vitesse tangentielle par rapport au temps pour avoir l'accélération tangentielle. Or, ça, on sait bien que la vitesse est constante, puisque la norme de ceci, la norme de Vt est constante. Donc, voilà, dérivé d'une constante, ça fait 0. Donc, l'accélération tangentielle est nulle, puisque la vitesse est constante. La vitesse tangentielle étant constante, l'accélération tangentielle est constante. Voilà. Mais comme l'accélération est composée de deux composantes, une accélération tangentielle et une accélération normale. Bon, mais ça, je le verrai peut-être par après. Ici, moi, ce que je vais faire, ou alors je peux le voir maintenant, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun sens, aucun souci. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Que l'accélération tout court, c'est l'accélération normale plus l'accélération tangentielle, ou l'accélération tangentielle plus la normale, il n'y a pas de problème. L'accélération, attention que je parle des accélérations ici, hein. L'accélération tangentielle, c'est celle qui est tangente, comme ceci. Donc, supposons que je l'appelais AT, le vecteur AT, mais la normale, c'est l'accélération qui est comme ceci, voilà, qu'on appelle l'accélération normale, qu'on appelle l'accélération centripète, l'accélération centripète, bon, celle qui est dirigée vers le centre. Voilà. Donc on a deux accélérations, bien sûr perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, parce que V est perpendiculaire par rapport au M, et donc AT est perpendiculaire par rapport à N, vu que AN est sur OM, mais dans le sens contraire. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire? Si je définis des vecteurs unitaires, bon, je n'ai plus de couleurs, donc, je n'ai plus que du vert et du rouge, à moins que je vais chercher le bleu. J'ai encore un bleu. Bon, ici, si je mets des vecteurs unitaires, mais je peux mettre le vecteur normal de norme 1, que j'appelle normal, et ici, vecteur tangentiel que j'appelle T. Voilà, normal et tangentiel. Donc, l'accélération normale, c'est la norme de AN fois N, plus, et l'accélération tangentielle, T, c'est l'accélération tangentielle en norme fois le vecteur unitaire T. Et ça, c'est l'accélération. Voilà. Et on a bien un vecteur plus un vecteur donne un vecteur. Voilà. Et que celui-ci, AT vaut 0. Fatalement, on l'a vu tout à l'heure, puisque la vitesse tangentielle est constante, l'accélération tangentielle est nulle. Donc ceci, ça tombe, on n'a pas d'accélération tangentielle. Voilà. Donc il ne reste plus qu'une accélération normale, qui est l'accélération centripète, et qu'on peut calculer assez facilement. Donc qu'est-ce que je peux dire? Ceci étant dit, comme j'ai l'accélération qui est AT plus AN,
sachant que AT vaut 0, ben on sait bien que la A vaut AN. Donc je peux calculer la norme de A vaudra la norme de AN, qu'on calculera par après, puisque je vais faire un changement de repère. Alors, le point M, le point matériel M, comme je vous ai expliqué, hein, qui se trouve ici, qui va varier en fonction du temps, hein, voilà, M va varier en fonction du temps. Donc, ayant un MCU de centre O et de rayon R, hein, bien sûr de rayon R, voilà, rayon ici R, et de vitesse V. Le point a donc une vitesse angulaire. Comment cette vitesse angulaire? Ben, elle est constante. Et c'est maintenant que je vais passer en polaire. Je vais passer en polaire. Si je décris, donc je mets mon centre O, mon rayon vecteur OM, je mets mon point M, ma vitesse V, mon accélération tangentielle qui est nulle, bon il n'y en a pas, je m'excuse, bon voilà, mais là on a une accélération normale, qui est AN fois un vecteur unitaire N, hein, pour ça vous le savez, voilà, qui est l'accélération centripète. Voilà. Bon, il faut savoir que on sait bien que la vitesse dans un MRU, V de t est égal à l'espace, la loi de l'espace en fonction du temps, c'est V fois t plus l'espace initial. Bon, autant dire que ça c'est pour le MRU, mais la loi du MCU est tout à fait la même, c'est-à-dire que la position angulaire, θ de t, à un instant bien sûr donné, est égale à la vitesse angulaire en radians par seconde. Ici, la vitesse, sa vitesse pour un MRU, c'est en translation. Hein. En translation, alors que le MCU, c'est on va dire plus en rotation, mais j'aime pas ce mot-là parce que la rotation, c'est spécifique. C'est spécifique. Je préfère dire en circulaire. En circulaire. La rotation, c'est spécifique. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Différence entre rotation et translation circulaire, dans un mouvement circulaire. Voilà. Voilà. Mais le mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement, on va dire, de rayons fixes et de points fixes. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on peut définir beaucoup d'autres choses. Donc, j'aime pas dire rotation. Hein, quoique, bon, alors je peux dire rotation, mais à rayon fixe. Rotation à rayon fixe. Ouais, ça je peux dire. Rotation à rayon fixe. Voilà, alors là, on a une translation et une rotation à rayon fixe. Et la loi, c'est θt égale oméga t, puisque là, c'est la vitesse linéaire, vitesse angulaire. En translation, c'est une vitesse linéaire. En rotation, c'est une vitesse angulaire. Plus un espace initial θ0. Voilà, θ0. Et donc, θ0, ben, bien sûr, c'est l'angle initial en radian. Hein. C'est la position angulaire, mais c'est l'angle initial en radian, θ0. Bon. Alors, ça, c'est en polaire. Vous comprendrez que c'est en polaire. Hein. Ça, c'est une équation polaire. Hein. C'est par rapport à un référentiel polaire, hein, que j'appelle par exemple, ici je vais appeler x. Moi, je n'aime pas de l'appeler x, mais je l'appelle par rapport à un vecteur unitaire E. Eh bien, je fais un écartement. Si le point M est ici, ben, il a un écartement par rapport à l'origine. Bien sûr, 0, de θ0. θ0, il est là. De θ0 par rapport à θ0. Si je fais oméga fois t, j'ai parcouru ici un certain angle. Voilà. Et l'angle total, c'est le θ0 plus l'angle parcouru ici à une certaine vitesse en fonction du temps pour avoir l'angle ici. Et donc, une fois que j'ai l'angle, voilà, l'angle plus θ0, par rapport à θ0, ben, je sais définir où est le point. Voilà. Mais vous allez me dire, ouais, mais il est où ce R? Mais R, il est constant. Hein. R est constant. On sait bien que connaissant la position et qu'on a R est constant, mais je sais savoir où il est exactement. Hein, parce qu'on sait bien que R égale constante. Hein. Voilà. Ayant R, donc le rayon polaire, ayant le rayon polaire qui est le rayon vecteur ici OM, rayon vecteur OM, hein, rayon polaire égale au rayon vecteur, ayant le R et une position angulaire, ben, j'ai la position du point par rapport à une position originelle de départ qui était à 0. Voilà. Donc ça c'est bien en polaire. Maintenant je vais passer du polaire en cartésien. Du polaire en cartésien. Bon, alors pour ça, encore une fois, comme je l'avais fait avec les complexes, c'est la même chose, il n'y a rien qui change.
une coordonnée ici en polaire, θ, bien sûr avec une vitesse angulaire donnée pour avoir la position en fonction du temps, θ de t égale oméga t plus θ0. Voilà. Eh bien, ça va donner quoi en rectangulaire? Mais en rectangulaire, là on a R. Donc je peux décrire le point M suivant une coordonnée cartésienne xm. Cette fois-ci, je mets x et y. xm, hein, que je vais mettre ici, enfin, je ne sais pas si on voit, ouais. xm et ym. Voilà, une coordonnée en... Voilà, comme ça, j'ai la coordonnée en x. Par rapport à un repère polaire, je vais passer encore. Et là, à ce moment-là, j'ai besoin du R. Hein. Bon, là, R fois... Bon, et là, c'est... On sait bien que xm... Attendez, hein, ici, c'est toujours la même chose, la même rengaine. Ici, c'est ym. Ceci, c'est ym. Ym sur R. Côté opposé à l'angle. θ. Ym sur R, c'est côté opposé sur l'hypoténuse, donc c'est le sinus. Donc, Ym, c'est R, donc ce sera R sinus oméga t plus θ0. Voilà. Voilà. Ici, c'est θ de t. Hein. Donc, c'est sinus, en fait, c'est sinus θ de t. Voilà. Voilà. Et sinus θ de t, on sait bien que c'est oméga t plus θ0. Donc, c'est R, Ym, c'est R sinus θ de t. Alors, je ne sais pas si on voit, ouais. Et c'est oméga t plus θ0. Et là, ce sera bien sûr, si c'est pas le sinus, c'est le cosinus. Hein. Bon, voilà. Xm, c'est le cosinus. R, cosinus oméga t plus θ0. Et bien sûr, plus quoi? Bien, plus le point de départ. Parce que ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pris 0, 0, mais si j'ai pas pris 0, 0, si j'ai pris 4, 2 ou 5, 3, moins 5, 2, moins 5, 3, il faut tenir compte du x0, y0 de départ. Mais ici, heureusement que je prends x0, y0 égale 0. Donc je ne fais pas de changement de repère. Je ne fais pas de changement d'origine. Je ne situe pas le cercle là par rapport à une origine qui serait par exemple ici. Voilà, je prends moins 4, 3. Là, à ce moment-là, si c'est par rapport à cette origine-là que je calcule la rotation, ben, il faut en tenir compte en x0, y0. Bon, c'est pas ce que je vais faire ici. Pour faciliter la tâche, je vais dire que x0, y0, bon, c'est le point 0, 0 ici, je calcule par rapport au centre ici, et pas par rapport à un autre centre qui serait décalé ailleurs. Voilà. Donc ça, comme ça, je me facilite la tâche en faisant x0, y0 égale 0. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, je suis bien passé du repère polaire hein, vers un repère, je veux dire, cartésien. Comme d'habitude. C'est toujours les mêmes rengaines, les mêmes chansons. Voilà. Bon, maintenant revenons en polaire. Je reviens en polaire. Donc maintenant j'ai les coordonnées en cartésien, rectangulaire. Donc quand j'aurai besoin de ceci, je vais les reprendre par après, si j'en ai besoin. Voilà, je ferai les calculs par rapport à ça. Maintenant, voyons voir en polaire les caractéristiques en polaire. Bon. On sait bien qu'en polaire, la position angulaire égale oméga t plus θ0, bien sûr, avec un rayon, on a un certain rayon, bien sûr d'origine O. On a une origine O et on a un rayon vecteur qui est le rayon polaire, R, qui vaut le rayon du cercle, R, grand R. Voilà. Donc ici, on sait bien que θ vaut oméga t plus θ0. Maintenant, si je fais la dérivée par rapport à l'espace angulaire, par rapport au... Ouais, on est bien dans un espace, je veux dire, dans un plan. Tout ça, ce sont les écritures, bien sûr, d'une trajectoire dans un plan. Si je fais dθ sur dt, mais ça revient à dériver oméga t plus θ0 sur dt, ce qui fait d oméga t sur dt plus dθ0 sur dt. Bon, là, autant dire que dθ0, c'est une constante, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Et là, oméga, la vitesse angulaire, elle est comment? Ben, on sait bien que la vitesse angulaire, elle est constante. Voilà, parce que hein, si la vitesse linéaire est constante, ben, fatalement, la vitesse angulaire, elle est constante. Hein. Là, on va parcourir des angles en des temps. Si on prend des temps proportionnels entre eux, ben,
la vitesse angulaire, elle est proportionnelle. Donc, autant dire que oméga égale constante. Si la vitesse linéaire est constante, eh bien, je veux dire, la vitesse angulaire est constante. Si la vitesse v est constante, ça veut dire que oméga est constant. Et je le montrerai par après. Voilà, pour ceux qui ne me croient pas, je le verrai. Donc ici, on a quoi? On a oméga qui est une constante qui peut sortir du signe dérivé. Donc on a dt sur dt. Et dt sur dt, ben, ça fait 1. Donc autant dire qu'on a dθ sur dt qui vaut, en fait, ça c'est θ point, ce qu'on appelle θ point. Θ point de t. Voilà, θ point de t. Et là, oméga est une constante. Voilà. Maintenant, si je dérive θ point de t par rapport à t, c'est-à-dire que je fais une seconde fois la dérivée, θ point, ou c'est la même chose de dire que je fais d oméga, ceci c'est oméga, oui, c'est la vitesse angulaire, oméga de t, voilà, donc je trouve oméga de t égale constante ici, voilà, ça, si je dérive la vitesse par, ça c'est l'espace angulaire, hein, la position angulaire, hein, en fonction du temps, ça c'est la vitesse angulaire en fonction du temps qui est constante, bon, je retrouve une constante, et si je dérive la vitesse angulaire par rapport au temps, mais je dérive θ point, ou en d'autres termes, je fais θ point point. Θ point point, ça veut dire la dérivée seconde par rapport à celui-ci, à θ. Je fais la dérivée seconde par rapport à θ, ou en d'autres termes, je fais la dérivée première par rapport à θ point, mais θ point, voilà, θ point, il est là. θ point, il est là. θ point, c'est oméga. θ point, c'est oméga. Donc si je fais d oméga sur dt, cette fois-ci, c'est comme si je faisais la dérivée de θ point sur dt, donc je fais θ point point. Voilà. Et si je dérive de θ point, ben, c'est dérivé, ben, la réponse qu'on a ici, dérivée par rapport à dt. Or, ceci, c'est une constante. Le dérivé d'une constante, ça fait 0. Donc, l'accélération est nulle. Voilà. Bien sûr, qu'est-ce qui est nul? Ça, c'est l'accélération tangentielle qui est nulle. Hein. Ah ouais, c'est l'accélération tangentielle. Hein. C'est AT qui est nul. Hein. Alors. Ouais, c'est l'accélération tangentielle qui est nulle. Hein. Bon, que je peux appeler aussi d carré sur dt carré. Bon, il y a plusieurs formes d'écriture. Bon, le but, c'est pas de voir les écritures des dérivés. Hein, je peux écrire ça, d carré θ sur dt carré. C'est bon. Hein. Ah, et ça, c'est par rapport au polaire. Vous voyez que je suis parti par rapport au polaire. J'ai fait la dérivée première pour avoir la vitesse, mais pas n'importe quelle vitesse, puisque je suis en position angulaire, donc j'ai la vitesse angulaire si je dérive une fois, et si je dérive une seconde fois, mais j'ai l'accélération angulaire, et l'accélération angulaire que je peux appeler alpha. Alpha, voilà, c'est pas un angle, hein. Alpha c'est l'accélération angulaire, et l'accélération angulaire, ben, elle représente là, en fait, quelque part l'accélération tangentielle. Bon, maintenant, on va calculer l'accélération normale. Pour ça, je vais devoir aller chercher ceci. Voilà que ceci maintenant me vient en aide. D'abord, je vais écrire les positions. Les positions, donc, comment de x. Je vais refaire les dérivés. Enfin, si c'est possible. Je vais refaire les dérivés. Donc, ouais, je vais refaire les dérivés en cartésien. Là, ouais. Là, je vais te le dire, c'est en quoi? C'est en polaire. Hein. Ça, c'est en polaire. Hein. Ouais, c'est en polaire, puisque c'est des positions angulaires. Donc, fatalement, c'est que je joue avec des angles. Et des angles, bon, c'est le polaire qui joue avec des angles. Maintenant, je vais le faire en cartésien.
On va regarder ce que ça donne. Et cartésien, il faut que je parte à partir de là. Donc, pour ça, il faut que je parle de xm est égal à, ça c'est position en x, r cosinus oméga t plus θ 0. Voilà. Le x0, je le laisse tomber parce que je prends l'axe en 0, 0. Le O, le centre O est en 0, 0, je ne fais pas un décalage d'axe. Donc je prends x0 égale 0. Ym, la position ym, c'est r sinus oméga t plus θ 0. Voilà. Voilà, ça c'est en coordonnées, on va dire, cartésiennes. La position en x et en y par rapport, je veux dire, à un angle donné. Connaissant l'angle et le rayon, je peux trouver x, y. Bon, maintenant, je vais chercher la vitesse. Il suffit de faire dx m sur dt. Là, j'ai la vitesse. Ou du point au point m. Voilà. Donc, on va dériver ça. Mais dériver ça, ben, c'est r fois. Il faut dériver l'intérieur. J'ai une variable par rapport au temps. Oméga t plus θ 0. Si je dérive, ben, ça fait oméga. Ouais, hein. Oméga t plus θ 0, je dérive par rapport à t, à la variable t. Ceci, c'est une constante, elle ne varie pas par rapport à t. Et là, c'est comme si on avait k fois x. La dérivée de k fois x par rapport à x, ben, c'est k. C'est que je suis en train d'écrire. Voilà. Puis, bon, il ne faut pas oublier que c'est une fonction de fonction. Dans le cosinus, j'ai une fonction. Donc, il faut que je dérive l'intérieur du cosinus. Et puis, je dérive maintenant la trigonométrique. La trigonométrique, c'est cos. Dérivée de cos, c'est dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, c'est moins sin. Et on réécrit oméga t plus θ 0. Voilà, maintenant faisons le y, ben, on va avoir la même chose. Dérivée de sin, dérivée de l'intérieur, c'est oméga r. Dérivée de sin, c'est cos. Oméga t plus θ 0. Donc, oméga, dérivée de sin, c'est cos, donc c'est juste. Voilà, donc ça c'est la vitesse, ça c'est plutôt la vitesse en y, du point M. C'est la vitesse en x par rapport à M, vitesse en y par rapport à M. Voilà. Maintenant, on va faire l'accélération. L'accélération en x par rapport à m, mais il faut dériver une seconde fois ceci. Donc si je dérive une seconde fois ceci, donc on fait le même mécanisme, l'oméga va sortir pour donner moins r oméga carré. Ah non, la dérivée de sin, c'est cos oméga t plus θ 0, et là, l'accélération en y par rapport à m, c'est qui va donner oméga carré r, dérivée de cos, c'est moins sin, sinus oméga t plus θ 0. Voilà. Donc, je vais recontrôler. Dérivée de cos, c'est moins sin, c'est juste. Dérivée de sin, c'est cos. Mais attention qu'il y avait un moins déjà au départ, donc ça va. Et alors ici, il sort, oméga il sort une fois. Puis il ressort encore une seconde fois ici. Voilà, on a oméga exposant 1, oméga carré. Ici, j'espère qu'on voit. Ouais. Là, l'oméga dérivé de sin, c'est cos, dérivé de cos, c'est moins sin. Donc il va avoir un moins qui va apparaître ici. Ok. Le oméga il sort ici pour avoir oméga r, c'est juste. Et le oméga il sort ici pour avoir oméga carré. Donc c'est bon. Tout est bon. Alors, des petites remarques qu'on va faire ici. Ici, c'est comme si j'avais oméga r. Je vais le marquer, oméga r. Avec oméga exposant 0. Ouais, mais oméga exposant 0, ça fait 1. Donc, puisque je n'ai pas d'oméga au départ. Ici, j'ai oméga r avec oméga valant exposant 0. Voilà. Ici, j'ai oméga r. C'est comme si j'avais oméga exposant r, oméga exposant 1, oméga exposant, je vais mettre en bleu, oméga exposant 1 fois r. Ici, oméga exposant 1 fois r. Là, j'ai oméga carré r. Donc, j'ai oméga exposant 2 fois r. Oméga exposant 2 fois r. Donc, vous voyez que la position en cartésien, que ce soit en x ou en y, on a un oméga exposant r
exposant 0. Pour la vitesse, on a un oméga exposant 1, et pour l'accélération, on a un oméga exposant 2. Voilà. Et on a toujours R, hein. R, 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 R. Il n'y a rien qui change. Voilà, et alors, entre-temps, bon, ça part du cosinus au sinus, sinus au cosinus. C'est normal parce que on va avoir du cyclique. Hein. On va avoir du cyclique. Dérivé à un cos. Dérivé à un cos, j'obtiens un sin. Donc, j'ai un décalage de pi demi. Dérivé à un sin, j'ai un décalage de... voilà, d'encore de pi demi. Sin, j'ai cos. Puis cos à sin, on a un décalage encore de pi... Voilà, en fait, on fait une rotation, en fait. Hein. C'est une espèce de rotation qu'on fait ici. Ici, que ce soit là ou là. Voilà, on aura cos, sin, cos. Si je dérive encore une fois, il n'y a aucune utilité, mais en fait, voilà. Il n'y a aucune utilité parce qu'on a la position, la vitesse, l'accélération. Après, ça ne sert à rien de redériver encore par après, puisqu'on a vitesse, position, vitesse, accélération. Voilà, et chaque fois, oméga 0, oméga 1, oméga carré, oméga 0, oméga 1, oméga carré. Voilà. Alors, et c'est maintenant que je vais calculer là. Je vais calculer maintenant l'accélération. Qu'est-ce qu'elle vaut? Sachant que on a l'accélération est égale à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle, ou celle-ci, on avait dit qu'elle valait 0. Hein. L'accélération tangentielle est nulle. Donc, on a en fait l'accélération totale vaut l'accélération centripète. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va chercher cette fameuse accélération, et cette fameuse accélération de A, la norme de A, en fait, c'est la norme de... c'est AX, c'est la norme de AX N, normal, plus AX AYN. Voilà. J'ai une composante en X fois un vecteur unitaire N, fois la composante en Y, plus la composante en Y fois une composante N. En fait, on a une accélération suivant, bien sûr, X, et une accélération suivant Y. Voilà. Voilà. En fait, c'est tout simplement que l'accélération A ou AN, hein, parce que A vaut AN, hein, l'accélération totale vaut l'accélération centripète. Voilà, par rapport au centre, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une décomposition en X, AY et AX du vecteur. Voilà, donc on a une décomposition en AX et en Y. C'est juste ça. Donc je vais chercher la norme de ce vecteur AN, c'est ce que je suis en train de faire. Eh bien, sachant que AX, on vient de le calculer, c'est assez simple. AX, il est où? Ouais, AX du point mobile M, il est là. Moins oméga carré R. Donc c'est moins oméga carré R. Alors c'est un cosinus oméga t plus θ 0. Voilà. Voilà, ça c'est fois n, hein, le vecteur normal que je peux décomposer, même si voilà, je ne suis pas obligé de le décomposer parce qu'il va me servir à rien, ce vecteur n. Voilà. Donc moins oméga carré R sinus oméga t plus θ 0. Voilà, fois n. Voilà. Ça c'est la composante en x, AX, et ça c'est la composante en y, bien sûr, du mobile au point mobile. Bon, bien c'est un point matériel, bien sûr, c'est un point matériel. Je ne suis pas dans la théorie des solides, je suis dans la théorie du point matériel. Donc AX au point M, AY au point M. Là, j'ai l'accélération qui vaut AN égale A. AN, A et AN c'est le même, puisque là, si A vaut AN, puisque AT vaut 0, donc la norme de A vaut la norme de AN. Donc, bon, ils ont les mêmes normes. Bon, que je dise A ou AN, c'est la même chose. Voilà, et donc, ici, maintenant, je cherchais la norme de A. Oui, ça, c'est plutôt le vecteur A pour l'instant. Maintenant, oui, c'est le vecteur de A, je m'excuse, vecteur de A. Maintenant, je vais chercher la norme. Voilà, et comme on sait bien qu'ils ont la même norme, là, à ce moment, il faut que j'aille chercher. Je retire donc les vecteurs ici, N et N. Je mets ceci au carré. Je mets ceci au carré. Je mets ceci au carré. Et je prends la racine carrée. Bon, et ça, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que si je calcule ceci, ben, j'aurai... Ici, j'aurai... si je mets tout au carré,
ceci, il n'y a plus de moins, parce que le moins au carré, ça fait du plus. Oméga carré au carré, ça fait oméga 4. Et R au carré, ça fait R carré. Le cosinus va donner du cos carré. Voilà, j'ai tout mis au carré. Ici, je vais tout mettre au carré aussi. Oméga carré au carré, oméga 4, R au carré, oméga R carré, sinus au carré, sinus carré. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Bien sûr, il n'y a plus de moins ici. Voilà, on a oméga 4 R carré, oméga 4 R carré. Je mets en évidence. Si je mets en évidence oméga 4 R carré, on va voir ceci. Oméga 4 R carré, sin carré oméga t plus θ 0 plus, et là on aura cos carré. Voilà. Et ça c'est la trigonométrie, c'est la formule fondamentale de trigonométrie, elle vaut 1. Une fois oméga 4 R carré, et il reste plus que ceci en fait, tout ceci va tomber. Voilà, pour avoir plus que ceci. Et la racine carrée de ça, ça fait oméga carré R. Donc l'accélération normale vaut oméga carré R. Voilà. Voilà qu'on veut l'accélération normale. Et ça, il faut que je le note quelque part. Je vais le noter quelque part. Ouais, je vais rassembler toutes les formules ici. Donc, l'accélération normale vaut oméga carré R. Voilà pour un MCU que vaut l'accélération normale, oméga carré R. C'est propre, attention que c'est propre au MCU. Bien sûr, comme on a dit au départ, l'accélération tangentielle, bon, elle est nulle. Bon, ça, on l'a dit au départ. Voilà. Bon, maintenant, je vais chercher de la même manière la norme de la vitesse. Mais je fais la même chose. La vitesse possède une composante. Bon, donc on avait l'accélération normale ici, qu'on vient de calculer en norme. Et ici, j'ai la vitesse. La vitesse, on n'a qu'une seule vitesse, la vitesse tangentielle. Bon, je vais chercher la vitesse. La vitesse, elle est là. Hein. En fait, c'est un peu la même chose. C'est moins oméga R, ça c'est la vitesse suivant la vitesse, hein, dans la vitesse, moins oméga R sinus moins oméga R sinus oméga t plus θ 0 fois un vecteur unitaire que j'appelle UX, voilà, hein, ou VX, hein. X un vecteur unitaire, voilà. Et l'autre c'est oméga R cosinus oméga t plus θ 0 fois un vecteur unitaire UY ou VY. Vitesse suivant Y. Voilà. L'accélération, j'aurais dû pas appeler N. Hein. Bon, j'aurais dû appeler accélération suivant X. J'aurais dû marquer ceci pour l'accélération. L'accélération, j'aurais dû marquer, bon, c'est AX fois un vecteur fois un vecteur unitaire AX. Enfin, ouais, fois un vecteur unitaire AX plus AY, hein, fois un vecteur unitaire AY. Bon, c'est tout comme ici. Ici, c'est V de X ici, fois un vecteur unitaire V de X. Et là, V de Y, fois un vecteur unitaire V de Y. Bon, je les appelle V de X, V de Y. Voilà. Bon, maintenant, on va chercher la norme de la vitesse. Et la norme de la vitesse, il faut faire la racine carrée et mettre le terme là au carré. Bien sûr, il n'y a plus de vecteur dedans. Hein, il n'y a plus de vecteur dedans. Plus la norme de ceci au carré. Et ceci va donner quoi? Mais si je développe le carré, c'est oméga carré R carré sinus carré oméga t θ 0 au carré, voilà, plus, et de nouveau, on voit bien que on a cos carré oméga t plus θ 0, voilà, et si je mets en évidence oméga carré R carré, ben j'aurai oméga carré R carré, et j'aurai bien sûr sin carré plus cos carré, voilà, avec une racine carrée, là ça fera 1, on aura une fois oméga carré R carré, voilà. Les racines de ça, ça fait oméga R. Donc en fait, autant dire que la vitesse égale oméga R. Donc je vais noter ceci. Dans les MCU, la vitesse vaut oméga R. Voilà. Bon, mais ceci étant dit, je peux établir des relations. Voilà. Bien sûr, en MCU, attention. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que
la vitesse linéaire par rapport à la vitesse angulaire, c'est oméga r. Et que l'accélération, qui est l'accélération normale, hein, l'accélération centripète, il n'y en a qu'une, de toute façon, vaut oméga carré r. Bon, alors, de ceci, je peux tirer que la vitesse angulaire vaut v sur r. Donc, connaissant la vitesse linéaire, je peux trouver la vitesse angulaire, et connaissant la vitesse angulaire, je peux trouver la vitesse linéaire. Bon, ceci étant dit, l'accélération normale maintenant, bon, je vais quand même la maintenir normale, c'est oméga carré r, et oméga carré, on sait bien que c'est oméga carré, on sait bien qu'oméga c'est v sur r, donc on a v carré sur r carré, ou tout fois r, ce qui fait v carré sur r. Donc l'accélération normale vaut v carré sur r si on parle par rapport à la vitesse linéaire v. Voilà. Bon, maintenant, si je parle en termes, bon, ça il faut que je note, v égale oméga r, ouais, ça c'est fait, n égale v carré sur r, ouais, ça je vais le marquer, n c'est v carré sur r. Voilà. Bon, maintenant je vais parler par rapport à la période de révolution. Par exemple, un satellite, quand il tourne, ou peu importe, la période de révolution, c'est quand on a fait un tour, hein, de révolution. Voilà. Donc, ici, quand on a une période de révolution, il a fait un tour. C'est-à-dire, un tour, il a parcouru une circonférence. Voilà. Une circonférence. S'il parcourt une circonférence complète, voilà une période de révolution. Voilà, là, il a fait une période de révolution. Voilà. Mais il a parcouru une circonférence C. S'il parcourt une circonférence c'est 2πr si on connaît le rayon, 2πr, voilà. Et ça, à quelle vitesse? Mais en fait, c'est une vitesse fois le temps. Vitesse fois le temps. V fois t, il a parcouru 2πr. Mais pas n'importe quel temps, puisqu'en fait, c'est une période. Voilà. En une période, il a parcouru, une période de révolution, il a parcouru 2πr. Donc, par rapport à une vitesse v. Mais maintenant, V, on vient de voir que V, c'est aussi oméga R. V, c'est aussi oméga R. Donc si je fais fois T, donc c'est 2πr. Voilà, 2π c'est une constante, R est une constante. Et la période de révolution ici, c'est une constante. Bon, il parcourt toujours, c'est toujours une vitesse constante. Voilà. Donc c'est 2πr sur T. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Ben, que oméga vaut quoi? Si je simplifie les R, 2π sur T. Voilà. Oméga, 2π, oméga égale 2π sur T. Voilà. Donc ici, si je parle en termes de fréquence, bon, est-ce que je peux parler en termes de fréquence? Pourquoi pas? Oméga égale 2π sur T. Si je parle en fréquence cyclique, c'est-à-dire nombre de cycles faits par rapport à un temps déterminé par rapport à la seconde, ben, je peux écrire c'est 2π fois 2πf. Voilà. Et on revient à ce qu'on avait vu auparavant, c'est que la pulsation, c'est 2π fois la fréquence. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer par rapport à la pulsation. Voilà. Donc, quand je parle de pulsation en électricité, ben, ça provient d'un mouvement circulaire. Hein. Voilà. Donc, pourquoi ça vaut 2πf? Pour la raison que je viens de vous évoquer ici, c'est un mouvement circulaire uniforme, donc fatalement, hein, on a une période de révolution, on a une fréquence donnée, et on a tout ce qu'il faut pour trouver la pulsation oméga, qui est la vitesse angulaire oméga, qui est la pulsation en fait. Voilà, je vous remercie beaucoup.